un mois avant la fête, on doit étudier, poser des questions et interpréter les lois de la fête. Donc, un mois avant Pessah, c'est-à-dire à partir du jour de Purim, on doit se préoccuper des lois concernant la fête. Surtout que Pessah est une fête extrêmement riche en halachot, en détails, et donc il faut commencer déjà à remettre à la surface tous les souvenirs qu'on a de la fête de Pessah. Donc la première mitzvah qui se présente au mois de Nissan, le premier mois des mois de l'année juive, la première mitzvah, c'est la bracha sur les arbres, Birkat Hailanot. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on sort dans la campagne ou alors dans les rues de Jérusalem, on peut rencontrer des arbres fruitiers. Alors, si ce sont des arbres fruitiers, on voit encore les fleurs. Il ne faut pas que les fruits aient déjà poussé, mais il faut que les fleurs soient encore là. Même s'il y a quelques fruits, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il y ait des fleurs. Alors à ce moment-là, quand il y a deux arbres, l'un à côté de l'autre, on peut faire la bénédiction des arbres. Et donc, cette mitzvah commence à partir du Rosh Chodesh Nissan. On n'est pas obligé d'attendre la fin du mois de Nissan. Au contraire, on sait très bien que le mitzvot sont les mêmes lettres que matzot. Alors, il y a écrit que quand tu as les matzot, il faut les empêcher de devenir chametz. Donc les chachamim font une interprétation en disant, quand tu vois des mitzvot, pas des matzot, des mitzvot, alors al tachmitzena, ne le laisse pas aigrir, ne les laisse pas devenir chametz, c'est-à-dire fais-les dès qu'elles se présentent à toi. Donc cette bracha sur les arbres, on doit s'empresser de la faire dès le Rosh Chodesh Nissan. Il y a une grande littérature kabbalistique sur le fait que, comme le mois de Nissan, c'est le renouvellement de l'année, puisqu'on compte les mois à partir de Nissan, donc il y a une hitratshut, il y a un renouvellement de la vitalité qui vient dans ce monde, et en même temps, on doit terminer toutes les affaires qui ont été laissées en suspens pendant l'année. Donc, comme on fait ça dans le nettoyage de Pessah, depuis Purim jusqu'à Pessah, on met de l'ordre dans les affaires qui traînent pendant des années et on décide de jeter, de classer, de garder, de donner, de ranger. Le bon Dieu, il fait la même chose avec les neshamot. Avec les âmes, on fait la même chose. Et donc, on dit que sur les fleurs des arbres, il peut y avoir des âmes, des neshamot qui attendent la bracha que les juifs vont faire sur l'arbre pour être libérés. Et donc, ces neshamot vont reprendre leur envol dès que vous aurez fait la bracha dessus. Donc, il y a une très grande importance à faire cette bracha sur les arbres. Ça, en même temps, vous louez Dieu d'avoir créé le renouvellement des choses perpétuelles, ce qui est un miracle, qu'en général, dans la création, tout ce qui existe s'abîme. On voit que la création ne s'abîme jamais, au contraire, elle se renouvelle. Elle ne s'abîme pas, elle ne vieillit pas. Et donc, pareil, les arbres reprennent une nouvelle jeunesse, et donc les neshamot qui auraient été emprisonnés sur ces fleurs se libèrent quand vous faites la bracha des arbres. Donc, il y a ce qu'on appelle un tikkun neshamot. On répare des âmes quand on fait la bracha sur les arbres en fleurs. Donc il faut s'efforcer qu'il y ait deux arbres, qui soient des arbres fruitiers et pas des arbres stériles. Donc pas des marronniers, des chênes et des bouleaux. Il faut que ce soit des arbres fruitiers. Et donc dès que vous en voyez deux, vous pouvez faire la bracha dessus. Les femmes ne sont pas obligées de faire cette bracha, puisque c'est lié au temps.
mais comme on a tout un mois pour le faire, et que ça ne dépend ni du jour, ni de la nuit, ni du Shabbat, ni de la semaine, donc on peut, même les femmes peuvent faire cette bénédiction. Il faut être simplement muni d'un sidour pour connaître la bénédiction que les gens ne connaissent pas par cœur. Donc voilà la première mitzvah qui se présente, c'est à Rosh Chodesh Nissan. Deuxième coutume, c'est de lire le Nassi, c'est-à-dire le chef de la tribu qui offrait, quand ils ont inauguré le Mishkan, parce que le Mishkan, on a terminé de le construire, au mois de Kislev. Mais on ne l'a pas inauguré en Kislev. On a attendu le mois de Nissan pour l'inaugurer. Donc le premier Nissan, chaque chef de tribu a offert ses offrandes qui ont inauguré le travail dans le sanctuaire du désert. Et donc, chaque année, on relit l'offrande de chaque tribu à partir de Rosh Chodesh Nissan, chaque jour un nassi, chaque jour un chef de tribu. Et c'est écrit dans les livres que celui qui n'oublie pas de compter les 12 princes, les 12 nessim, eh bien, c'est un moyen de ne pas oublier l'Omer quand il comptera les jours de l'Omer après le premier jour de Pessah. Bon, les femmes ne sont pas obligées ni de lire le Nassi, ni de lire le Homer, puisque ce sont des mitzvot et des coutumes liées au temps, mais si elles veulent le faire, elles peuvent le faire. Voilà donc la deuxième coutume de Nissan, après le bracha des arbres, le fait de compter les princes, et cela nous ramène au 14e jour de Nissan, où on doit vérifier tout le chametz qu'on a dans la maison. Et là, on ne rigole plus, puisque cette fois-ci, les femmes sont tenues, comme les hommes, de ne pas avoir de chametz. Comme les hommes, comme les femmes, personne ne doit manger de chametz, ni les enfants. Donc, les femmes doivent aussi vérifier le chametz que les hommes. Aussi bien les hommes que les femmes. Si on n'est pas chez soi, on peut nommer un délégué pour le faire. Et si on est où qu'on soit, que ce soit dans un hôtel, ou dans une famille, ou dans sa propre maison, on doit faire cette mitzvah de Bdikat Chametz. C'est pour ça que les gens qui habitent, par exemple, chez quelqu'un d'autre, ben, ils demanderont qu'on leur laisse une pièce pour que le soir de la vérification, le soir du 14, ils aient une pièce à vérifier. Alors évidemment, c'est pas le 14 qu'on a vérifié le chametz, on a commencé depuis bien avant. Mais le 14, on fait comme dans une usine ou dans l'armée ou dans un endroit stratégique, avant l'attaque, on vérifie si effectivement tout est en ordre. Donc la vérification de la veille de Pessah, c'est pas de chercher le chametz, parce qu'on est censé l'avoir cherché déjà les semaines d'avant, mais c'est de vérifier qu'effectivement tout a été vérifié comme il faut. Et alors le grand problème, c'est les gens qui ont des petits-enfants. Quand on a des petits-enfants, quand il y a des grandes personnes, alors on est sûr qu'une pièce a été vérifiée, on est quasiment sûr que le chametz n'est pas rentré entre-temps. Et quand il y a des petits-enfants, les petits-enfants correspondent aujourd'hui au principe de la Mishnah des fameux souris. Les fameuses souris qui pouvaient prendre du chametz et se cacher avec. Bon, les enfants, c'est comme les souris. Même si vous leur dites ne rentre pas avec ton sandwich ou tes gâteaux, ils sont capables de faire des choses complètement inattendues et de vous mettre du chametz là où vous avez nettoyé avec une grande précaution dans les jours d'avant. Donc il faut surveiller les enfants tout le mois d'avant Pessah et surtout les surveiller dans les dernières heures qu'ils ne s'amusent pas à rentrer avec du chametz. C'est pour ça que les gens précautionneux, ils évitent de donner du chametz
du vrai Hametz dans les mains d'un enfant parce qu'ils ne savent pas ce qu'il va faire avec, s'il est livré dans la maison avec du Hametz. Donc, c'est le travail qu'on a à faire le 14 Nissan, au soir, donc la veille du Seder. Cette année, le Seder, ça tombe Shabbat. Shabbat et Pessah tombent en même temps. Donc, il s'agit de jeudi soir. Jeudi soir, il faut vérifier le Hametz. Alors, la coutume veut qu'on utilise une bougie en cire, une plume et une petite pelle. 3 objets complètement inutiles, puisque c'est plus un cassement de tête pour vérifier que si vous aviez fait ça avec une lampe de poche et un aspirateur. Mais comme il y a des raisons kabbalistiques, donc le minag reste, donc les gens continuent avec leur bougie de cire, leur pelle et leur plume, et donc il faut éviter surtout de mettre le feu au rideau quand vous avez la bougie dans la main. Parce qu'il y a un jour quelqu'un qui a passé le Seder à l'hôpital parce qu'il a mis le feu à sa maison grâce à la bougie, qui a mis le feu au rideau, qui a mis le feu à la carpette, mais à part ça, madame la marquise. Donc il faut éviter d'utiliser la bougie avec trop de scrupules, donc laissez-la loin et vérifiez, surtout que vous n'êtes pas obligé d'éteindre les lumières, les néons et les lumières électriques pour vérifier. Vous vérifiez à la lumière mais vous rajoutez la lumière de la bougie. Donc on prend cette traditionnelle bougie de cire, cette pelle et cette petite plume, et on fait le tour de la maison, et on ne parle pas de choses qui ne touchent pas à la vérification jusqu'à la fin. Alors on peut mettre 10 minutes pour le faire, un quart d'heure, mais on n'est pas obligé de rester toute la nuit comme le Admor Azaken, qui restait toute une nuit dans une pièce, parce qu'il vérifiait miette par miette. Donc sachez qu'il n'y a pas besoin de vérifier miette par miette, il faut vérifier les 30 grammes de Hametz qui s'y trouveraient. C'est-à-dire vous cherchez une éventuelle bouteille de whisky que vous auriez oublié, une bouteille de bière, un paquet de gaufrettes, un paquet de gâteaux fermés, c'est ça que vous cherchez. Vous cherchez du Hametz qui serait éventuellement éventuellement consommable. On ne parle pas des miettes, parce que les miettes, il y en aura toujours, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours des miettes. Même si vous avez nettoyé, astiqué, il restera toujours des miettes, surtout que vous trimballez avec vos semelles, vous ramenez les miettes dans la maison. Et pour quelle raison on ne cherche pas des miettes, mais on cherche des choses conséquentes? C'est parce que, d'après la Torah, il suffirait d'annuler le Hametz dans le cœur. D'après la Torah, dans le cœur, vous dites, le Hametz qui est chez moi ne m'appartient plus. D'après la Torah, ça suffirait. Dans le cœur, vous dites, tout ce qui est comme Hametz n'existe plus, il est efker, il n'appartient, il est comme la poussière. Ça, c'est d'après la Torah. Mais les Chachamim, comme leur nom l'indique, ils étaient des sages et ils ont compris que, même si vous dites ça, dans votre cœur, vous dites, tout Hametz a disparu et je n'en tiens pas compte, on craint fortement qu'après Pessah, si vous retrouvez cette bouteille de whisky ou cette bouteille de bière ou ce paquet de gâteaux, vous disiez après Pessah, quand l'alerte est passée, ah, c'est quand même dommage de jeter ça. C'est quand même dommage de jeter une bouteille de whisky à 300 shekels, ou même une canette de bière bien fermée, ou un paquet de gâteaux, c'est dommage de le jeter, on va le manger. Et donc si vous le mangez après Pessah, ça voudra signifier rétroactivement que vous ne l'aviez pas annulé. Donc le problème, il n'est pas que vous l'ayez mangé après Pessah. Le problème est que vous ayez eu du Hametz pendant Pessah. Donc vous aurez transgressé l'interdiction d'avoir du Hametz à la maison pendant Pessah. Et ça se vérifiera qu'après Pessah. Donc pour éviter ce problème, on vous dit,
on n'a pas confiance dans ton bitoul balai, l'annulation dans le cœur, on n'a pas confiance, mais on veut qu'il y ait un bitoul, une annulation concrète. Donc c'est ça que vous cherchez. Les miettes, vous ne les cherchez pas, parce que même après Pessah, vous ne les mangerez pas. Les miettes, pleines de poussière qui sont par terre, même après Pessah, personne de normal ne va dire « Oh tiens, il reste des miettes, je vais les manger ». Tout le monde sait qu'on va vraiment les faire disparaître. Mais quelque chose qui a de la valeur, on a peur que vous ayez des regrets et que vous le mangiez. Et donc c'est pour ça que c'est ça que vous devez chercher. Donc si par exemple, cas de figure classique, si derrière l'armoire, un petit enfant ou un invité, il ne savait pas quoi faire d'un toast que vous lui avez donné, il l'a jeté derrière l'armoire, ou un enfant, hop, il a jeté des gaufrettes derrière l'armoire, vous voyez avec votre regard de lynx qu'il y a des gaufrettes derrière l'armoire, vous n'allez pas déplacer une armoire de 500 kilos pour une gaufrette. Alors là, vous l'annulez, parce que ça c'est évident que même après ça, le temps que vous bougiez l'armoire, elle aura le temps d'être moisie et remoisie. Donc on ne cherche pas des choses qui sont introuvables, on cherche des choses qui sont accessibles. Donc il se peut que vous ayez, ça arrive très souvent, je vous ai raconté cette histoire des milliers de fois, mais je vous la raconterai encore une fois. La veille de la fête, nous allions, à l'époque, une délégation du Bet Ravad de Guilot, où j'habitais. Nous allions faire maison par maison la veille de Pessah pour vendre le Hametz des gens. Donc on fait ça jusqu'à 10h du matin pour que les gens aient le temps de remplir leurs feuilles. Et nous sommes rentrés dans une maison. Alors nous étions une délégation toujours. Il y avait un Français, un Russe, un Américain et un d'Auvers Faradite, comment dire, un Hispanisant. 4 langues. Comme ça, on était sûr de toucher tous les habitants. Et puis on frappe à une porte, une grande mezouza. La porte s'ouvre. Un monsieur, grande barbe, qui nous ouvre. Et on lui dit, voilà monsieur, est-ce que vous voulez vendre votre Hametz? Et il nous dit sèchement, non. Chez nous, on ne vend pas le Hametz, on mange tout avant. On finit tout. On finit tout avant, donc on n'a plus de Hametz. Donc ça ne sert à rien qu'on vende. Votre serviteur, ayant travaillé dans les services secrets pendant des années, pendant qu'il parlait avec mon collègue, je ziote dans la maison, il ne nous a pas laissé rentrer, mais on voyait quand même le salon, et je vois dans la maison une magnifique vitrine avec toutes sortes de liqueurs, et au milieu une bouteille de whisky. Alors je lui dis, excusez-moi, vous connaissez les liqueurs? Il m'a dit, oui, c'est des liqueurs. Je lui dis, oui, il y en a une qui n'est pas de la liqueur. Et il me dit, laquelle? Ben celle-là. Je lui dis, c'est du whisky. Il dit, et alors? Je lui dis, le whisky, c'est du Hametz. Il n'y a pas plus Hametz que le whisky, c'est fait à base de... Mais il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, téléphone à ton rave de quartier, si tu ne me crois pas. Mais le whisky, c'est du Hametz. Et il ne savait pas, donc le soir de son seder, il aurait eu une bouteille de whisky trônant dans le bar derrière sa table. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux vendre le Hametz, comme ça vous êtes protégé de ce cas de figure. Mais si vous n'avez pas vendu le Hametz, ou même si vous le vérifiez, on ne laisse pas une bouteille de whisky en apparence, même si on l'a vendue. Il faut la cacher au moins jusqu'après la fête. Donc c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez le Hametz éventuel que vous avez négligé. Des fois vous croyez qu'il y a des bouteilles, vous dites bon, ben, ça c'est pas grave, c'est du coca, c'est du lait dans l'entrepôt. Mais au milieu de tout ça, il y a une bouteille de Hametz. Ça peut être de la vodka, ça peut être du gin, ça peut être tous les alcools qui sont faits à base de céréales. Donc c'est ça que vous cherchez le soir du Hametz. Le soir de l'Abdika, vous cherchez le Hametz éventuel que vous auriez complètement oublié d'enlever. Une fois que vous avez fini cette opération, qui prend quelques minutes, vous mettez les 10 petits morceaux que vous avez préparés avant. Vous avez gardé 10 petits morceaux de Hametz bien emballés, que vous avez déposés dans les différentes pièces de la maison. Et quand vous avez retrouvé ces 10 morceaux, plus l'éventuel Hametz,
vous prenez ces 10 morceaux et vous les enfermez dans un sac avec la pelle, la bougie et la plume, et le lendemain matin, à la première heure, vous irez brûler tout ça au brasier de votre quartier. Vous le brûlerez pour que ça disparaisse et que vous fassiez la fila concernant la destruction du Hametz le lendemain matin. Donc le soir du Seder, le soir de la vérification, le soir d'Abdikat, le 14, jeudi soir, vous aurez donc dans la maison 3 sortes de Hametz. Le Hametz que vous allez détruire, que vous mettez devant la porte, le Hametz que vous allez garder, qui doit être enfermé et scotché, et que vous allez vendre, et le Hametz que vous allez manger, ce soir jusqu'à demain. Donc vous avez 3 sortes de Hametz. Hametz que vous allez détruire, celui que vous allez garder, celui que vous allez manger. Et il faut bien définir les 3 catégories de Hametz que vous avez, pour ne pas en venir à vous embrouiller. Alors, donc le Hametz que vous vendez, vous le mettez dans des placards qui ne soient pas à portée de la main, et s'ils sont à la portée de la main, vous les scotchez, pour ne pas avoir le réflexe de vous en servir pendant Pessah. Très souvent, si vous n'avez pas enfermé votre vaisselle de Hametz dans un placard scotché, vous risquez, ou vous ou vos enfants, ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il manque une assiette, je vais chercher une assiette et vous ouvrez le placard du Hametz. Donc s'il y a du scotch, c'est un moyen de reconnaissance, vous ne risquez pas de sortir une assiette ou un verre Hametz, ou vous ne risquez pas d'utiliser une boîte de conserve, quelque chose que vous avez mis de côté pour le vendre. Maintenant, tous les gens que vous connaissez, il faut les inciter absolument à vendre le Hametz et ne pas le détruire comme il y en a qui font. La halakha nous dit que dès qu'il y a un Efsed Meroubé, une grosse perte, on n'a pas le droit de le jeter, de jeter ce Hametz s'il est une grosse perte, il faut le vendre. Si vous ne pouvez pas le manger, le consommer, ou le donner à quelqu'un qui va le finir avant Pessah, il faut le vendre impérativement et ne pas transgresser l'interdiction de détruire des choses de bonne qualité, ce qu'on appelle Bal Tashrit. Donc pas faire de Bal Tashrit. Donc si vous avez un paquet de pâtes, une bouteille de bière ou quelque chose qui suffit pour s'appeler Efsed Meroubé, ça s'appelle une grosse perte. Paquet de pâtes, ça s'appelle une grosse perte. Interdiction de le jeter, il faut le vendre. Pareil bière, pareil gâteau. Il ne faut pas dire, oh bah tant pis, vous voyez des fois des gens, une catastrophe, vous voyez des gens qui jettent au feu des dizaines de choses qui sont bonnes à manger. Alors, ou le donner à des organisations qui vont les distribuer après ça, ou le mettre dans la vente de Hametz, car la vente de Hametz est une vente qui est cachère, qui est exacte, qui est une vraie vente. Et quand on vend le Hametz par une rabbanoute compétente, on est toujours couvert par la halakha, c'est une vente qui s'appelle une vente. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, les gens comprennent que, comme on vit dans des civilisations riches, donc on a toujours du Hametz qu'on n'arrive pas à liquider avant Pessah, donc il vaut mieux le vendre que de se forcer à le manger quand on n'a pas faim, ou de le jeter. C'est vraiment dommage. Donc vivre tranquille, et la veille du Seder, savoir qu'on a une quantité de Hametz qu'on a mis de côté, qu'on a vendu, pour bien montrer que cette vente est une vraie vente. Et ne pas faire les folistiques de jeter des choses qui sont Keilou, la vente n'est pas une vente. Aujourd'hui, tout le monde sait que la vente est une vraie vente, et il faut utiliser cette permission halachique. C'est pas un après-coup, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose a priori qui est bien de faire. Évidemment, il faut le faire par une rabbanoute autorisée et pas le faire soi-même. Puisque
que si on le fait soi-même, si on prend un non-juif et on fait un acte de vente avec lui, on risque de ne pas connaître les halachot qui concernent la vente, et donc on risque de ne pas savoir. C'est comme si vous alliez faire un acte notarié sans aller chez un notaire. Il y aura des tas de détails que vous ne connaîtrez pas et vous tromperez. Donc il faut que ce soit par une Rabbanout qui connaît les lois de vente du Chametz. Maintenant, cette année, étant donné que le Pessah tombe Shabbat, donc le dernier jour de Pessah tombe vendredi. Donc quand le Shabbat arrive, le Shabbat après Pessah arrive, vous ne pouvez pas manger du Chametz puisqu'il n'y a pas eu un temps libre pour pouvoir vous permettre d'avoir du Chametz quand la fête est sortie, le Shabbat est rentré. Donc vous n'avez pas pu acquérir du Chametz. Alors il y en a qui ont voulu proposer, si j'ai un ami goy qui est boulanger, est-ce que je peux lui demander avant la fête apporte-moi s'il te plaît des chalotes pour le Shabbat d'après. Cette option elle est très charmante, mais elle est impraticable, puisque vous allez manger où? Il faut bien manger dans des assiettes. Donc comme votre vaisselle est encore de la vaisselle de Pessah, donc il vaut mieux continuer à manger des matzot jusqu'au samedi soir, comme les gens qui habitent en dehors d'Eretz Israël, qui eux, de toute façon, auraient mangé des matzot jusqu'à samedi soir. Donc on mangera des matzot. Alors ce que vous pouvez faire, c'est, si vous n'aimez pas les matzot shmurot, les matzot qui sont faites à la main et qui sont... Alors vous achetez un paquet de matzot ordinaires et vous le mettez de côté et vous vous en servez pour manger le Shabbat qui suit. Des matzot, comment on dit ça, ordinaires. Comme ça vous avez de quoi faire pour le Shabbat. Et donc toutes ces initiatives-là d'essayer de demander à un non-juif de vous faire parvenir du Chametz dans le Shabbat, etc., c'est très compliqué parce que c'est irréalisable, parce qu'il faudrait que vous sortiez la vaisselle, il faudrait que vous enleviez l'autre vaisselle, donc c'est plus un Shabbat, c'est un déménagement, quoi. Donc, ne soyons pas compliqués, on a mangé des matzot 7 jours, on peut en manger un 8e jour. Comme on dit chez nous, ça ne mange pas de pain. Comme son nom l'indique. Voilà, donc vous avez déjà tout un échantillon de souvenirs qu'il faut remettre à la surface. Maintenant, la fête elle-même, alors vous avez... dans les 7 jours, dans les 8 jours de fête, vous avez une gravité qu'il y a dans le Chametz qu'il n'y a nulle part ailleurs. Le Chametz est une interdiction de la Torah qui est très bizarre, puisque c'est une interdiction qui est liée avec le temps. Il n'y a pas d'interdiction alimentaire qui sont liées au temps. Si vous avez mélangé du lait et de la viande, jusqu'à la fin des temps, ça sera toujours du lait et de la viande. Si vous avez du vin qui a servi à faire l'idolâtrie avec, vous pouvez toujours faire une prière dessus, il restera toujours du vin interdit. Donc, la spécificité de Pessah, c'est que le Chametz est une interdiction liée au temps. Avant un certain temps, ça ne s'appelle pas du Chametz, c'est permis complètement. Et après une certaine heure, ça ne s'appelle plus du Chametz, c'est à nouveau permis. Donc c'est rien que le temps qui fait le problème. Donc c'est quelque chose qui est exceptionnel. Quelque chose qu'on n'a jamais vu.
Donc, comment ça s'articule? Le 14 Nissan, c'est-à-dire vendredi, cette année ce sera un vendredi, jusqu'à midi, vous auriez eu le droit d'utiliser le Chametz, et après midi, étant donné qu'on offrait le Korban Pessah à ce moment-là, donc on nous dit dans la Torah, Al tishra'at dam chametz al zifri, il ne faut pas qu'il y ait du sang à côté du Chametz. Le sang de quoi? Le sang du Korban Pessah. Il ne faut pas qu'il y ait de sang avec le Korban Pessah. C'est-à-dire que quand tu peux offrir ton Korban Pessah, tu ne peux déjà plus avoir de Chametz. Donc la Torah nous interdit déjà de consommer du Chametz depuis le midi. Les Chachamim ont eu peur que les gens ne sachent pas calculer le midi, donc ils ont avancé l'heure de l'interdiction 2 heures avant. Donc aux alentours de la moitié de la matinée, je ne dis pas l'heure parce que si vous habitez Jérusalem, Tel Aviv, Paris ou Montréal, ça n'est pas la même heure, donc je préfère ne pas citer d'heure dans ce cours pour éviter que les gens s'accrochent à l'horaire que je vais dire. Donc à un certain moment, la moitié de la matinée, ça s'appelle la 5e heure, vous n'avez plus le droit ni de consommer, ni d'en profiter. Ça veut dire que la vente de Chametz elle-même, elle est pratiquée avec le non-juif déjà au début de la 5e heure, bien avant le midi. Bien avant le midi, le non-juif achète le Chametz. Parce que j'ai plus le droit d'en profiter, donc je ne dois plus en avoir à moi. Et j'ai pas le droit non plus d'en manger. Mais d'après la Torah, c'est uniquement à midi que ça commence. Donc avant midi, vous n'avez rien fait de mal. Après midi, vous avez transgressé une interdiction de la Torah. Et à l'époque du temple, on prenait des coups pour ça. Celui qui gardait du Chametz ou qui en mangeait au moment où on pouvait offrir le Korban Pessah, il recevait des coups. Ça s'appelle Malkout. Donc, vous voyez bien que c'est le soleil qui a fait le problème. Le soleil a avancé, donc vous êtes en incartade avec la loi, parce que le soleil a avancé. Donc, depuis midi jusqu'au coucher du soleil, c'est une simple interdiction de la Torah. Simple. C'est pas simple, puisqu'on recevait des coups pour ça. Mais c'est une interdiction de la Torah qui s'appelle un lave. Ne fais pas. Après le moment du coucher du soleil, celui qui mange du Chametz, là, à ce moment-là, il est condamné à retranchement. Il y a une peine de retranchement, de karet. Donc c'est quelque chose qui est très grave. D'accord? Donc on passe d'une interdiction à un retranchement de l'âme, qui est une punition extrêmement sévère. Et donc à ce moment-là, dès que le coucher du soleil arrive, vous avez encore une nouveauté qu'il n'y a pas dans les autres interdictions, c'est que le Chametz va être interdit dans même une quantité infinitésimale. Donc tous les interdits de la Torah, on peut annuler dans une quantité quelconque le bon du mauvais. Mais dans le Chametz, dès que le coucher du soleil arrive, on ne peut plus annuler le bon du mauvais. Donc si après le coucher du soleil, vous avez une miette de Chametz qui est tombée dans une énorme soupe, ben, toute la soupe, il faut la jeter. Pour quelle raison? Pour quelle raison les sages ont été rigoureux pour une quantité infinitésimale, alors que dans tous les autres interdits, on peut les annuler autrement? C'est parce que le Chametz a ceci d'extraordinaire, on l'a dit, qu'il est tout le temps permis toute l'année. Comme vous avez tout le temps l'habitude de le fréquenter toute l'année, donc les Chachamim ont été plus rigoureux avec lui parce qu'il faut s'en éloigner davantage. Si c'était une interdiction qui est tout le temps là, le lait, la viande, le vin d'idolâtrie, etc.,
par nature, si vous craignez Dieu, vous ne laissez pas ces choses-là chez vous. Si vous avez du lait et de la viande, vous vous en débarrassez, vous ne le laissez pas dans la maison. Le vin aussi, vous l'enlèverez il a été consacré à l'idolâtrie. Alors que le chametz, il a été permis avant midi. Donc j'ai pas l'habitude de me sauver de lui. Je le fréquente tout le temps, le chametz. Je ne suis pas séparé du chametz. Donc comme on n'est pas séparé du chametz, les Chachamim, ils ont fait une interdiction plus grave que même dans une quantité gigantesque, une quantité infinitésimale de chametz interdit le tout. Deuxième raison pour laquelle on est rigoureux, c'est parce que le chametz, il est maintenant interdit, mais après il va être permis. C'est ce qu'on appelle dans la halacha le principe de davar sheyesh lo matirin. Une chose qui a un temps de permission. Un exemple classique, si vous avez une poule qui a pondu un œuf pendant la fête, par exemple, ou pendant le Shabbat, on dit que cet œuf-là, puisqu'il a été pondu le Shabbat ou le jour de fête, il ne peut jamais s'annuler. Si cet œuf-là a été mélangé avec 1000 œufs qui a été pondu avant Shabbat, ces œufs ont été pondus avant Shabbat, celui-là a été pondu pendant Shabbat, vous l'avez mélangé, vous ne pouvez pas consommer les 1000 œufs. Il faut attendre après la fête, ou après le Shabbat. Pour quelle raison? C'est parce que c'est d'avoir chez Eshno Matirin. Comme il sera permis plus tard, pourquoi on va te le permettre maintenant? C'est pas que tu le perds, tu le perds pas, tu le mangeras plus tard. La même chose, le chametz, maintenant il est interdit, mais après la fête il sera à nouveau permis. Donc pourquoi on va te le permettre? Vous avez compris? Comme c'est une chose qui n'est pas définitivement perdue, donc les Chachamim ont été rigoureux, puisque il suffit que tu te retiennes, tu vas pouvoir le manger plus tard. C'est pour ça que si un mélange a été fait, on te dit, ne t'inquiète pas, le mélange, il est inconsommable maintenant, mais après la fête, il sera consommable, donc laisse-le de côté, tu le mangeras plus tard. C'est pour ça que... Non, si vous avez mélangé, vous avez fait un mélange, et qu'il est annulé, il n'est pas annulé pendant Pessah, mais après il le sera. Donc vous pouvez le laisser, dans certaines conditions, vous pouvez garder ce mélange, puisque ce mélange est interdit par les Chachamim, parce que vous allez pouvoir le consommer plus tard. Par contre, la guide, vous avez fait tomber un morceau de pain dans une cuve de vin, bon, on dit pour l'instant, tu peux rien faire, mais après la fête, tu pourras le boire, ce vin. Alors que pendant la fête, non. Donc on voit bien que les deux raisons essentielles, c'est le fait qu'on ait l'habitude de le consommer, et donc on a du mal à s'en détacher, donc on s'en éloigne comme de la peste, et deuxième raison, c'est parce qu'après il sera permis. Donc c'est pour ça que vous avez cette interdiction particulière du chametz, qui est, même dans 1000, ce n'est pas annulé, alors que tout le reste, c'est annulé dans 60, dans 100, dans la majorité, etc. Il y a plusieurs cas de permission. Pour le chametz, même dans 1000, on dit c'est pas annulable. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait des gens qui ne buvaient pas de l'eau des robinets, de peur qu'il y ait des gens qui aient jeté du chametz dans la cuve ou dans la rivière d'où l'eau était tirée, et donc ils craignaient que, bien que cette rivière contienne des milliers de litres d'eau par rapport au pain qui aurait été jeté, ils craignaient qu'une miette n'arrive dans leur robinet, et donc il y en a qui mettaient de côté de l'eau pour ne pas consommer l'eau du robinet. Donc aujourd'hui, nous avons la plupart des décisionnaires actuels, ils disent, c'est vrai que le chametz dans 1000 n'est pas annulé, mais dans des milliers fois 1000, oui. Une quantité tellement immense d'eau,
Ça n'a pas de... On ne va pas jusque-là. La Torah ne peut pas nous demander des choses qui sont impossibles à gérer. D'accord? Donc la plupart des gens, aujourd'hui, n'utilisent plus cette rigueur de ne pas consommer de l'eau des robinets, d'acheter de l'eau minérale pour cuisiner ou des choses comme ça, mais ils consomment l'eau du robinet, puisque dans une quantité gigantesque, oui ça s'annule, mais une quantité de 1000, non. Voilà, donc vous voyez, vous avez des tas de petits détails que nous allons étudier donc, au fil des semaines pour se rafraîchir la mémoire de la fête de Pessah. Comment on fait pour une personne qui ne mange pas de Hametz, mais qui cuisine dans sa vaisselle, qui ne fait pas de ménage et tout ça? Comment on fait? La personne qui... Déjà, est-ce qu'on peut vendre pour lui? Qu'on peut quoi? Est-ce qu'on peut vendre pour lui? Oui. Si quelqu'un... Je répète la question. Si quelqu'un ne respecte pas vraiment la fête de Pessah, puisqu'elle ne mange pas de Hametz, mais elle cuisine dans la vaisselle qui en a contenu. Pardon? Donc on dit, malgré tout, c'est pas parce que l'on fait une transgression qu'on n'est pas obligé de faire une mitzvah en parallèle. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un, un commerçant par exemple, il veut faire plaisir à ses clients religieux, donc il vend son Hametz. Un marchand de boissons. Alors il vend le Hametz pour que les clients religieux viennent chez lui, mais par-dessus derrière le manteau, comme on dit, il vend en cachette le Hametz à des gens qui l'achètent. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de voler le Hametz puisqu'il a vendu. Il est en train de voler. Malgré tout, ce qu'il fait, il fait une interdiction par rapport au vol. Mais son Hametz est vendu quand même. C'est pas que son Hametz n'est pas vendu. Il est vendu. Mais ce qu'il est en train de vendre, il est en train de le voler. Donc il fait une interdiction, bien qu'il fasse une mitzvah d'un autre côté. Alors évidemment, si un commerçant fait ça, vous allez le pénaliser en n'allant pas chez lui parce qu'il se moque de vous. Mais en vérité, il n'y aurait pas d'interdiction sur le Hametz qu'il a vendu. Le Hametz n'a pas de problème. C'est lui qui a un problème parce qu'il trompe les gens. Donc vous le pénalisez en lui disant tu te moques de nous, donc je ne jette pas chez toi. Mais son Hametz n'a pas de problème puisqu'il est la partie qui n'est pas volée, eh ben, elle est vendue. Donc la même chose. Si quelqu'un ne respecte pas vraiment les lois de Pessah et qui cuisine dans une vaisselle, etc., l'interdiction de cuisiner dans une vaisselle Hametz, d'accord, et n'est pas comparable avec l'interdiction d'avoir du Hametz. Donc au moins, même s'il se conduit mal vis-à-vis de ça, il se conduit bien vis-à-vis de l'autre mitzvah. Donc c'est pas une contradiction. Il n'est pas en contradiction. Il a vendu son Hametz. Donc si vous voulez lui donner du mérite, vous lui vendez son Hametz. Comme ça, au moins, le vrai Hametz qu'il a dans la maison, il est vendu. Maintenant, qu'il ne soit pas scrupuleux de cachériser sa vaisselle ou d'en avoir une nouvelle, ça c'est un autre problème. Puisque ce n'est pas vraiment du Hametz amiti qu'il mange. Il mange du Hametz infinitésimal qui est contenu dans les pores de la vaisselle. Donc ça n'a pas la même gravité que d'avoir du Hametz à la maison. Donc il ne faut pas dire, puisqu'il fait une chose pas bien, alors donc tant pis, je ne m'occupe pas de lui. Ça, c'est pas bien, mais d'un autre côté, c'est bien. Donc il ne faut pas mélanger les interdictions entre elles et les étages, et les échelles de gravité. Voilà. Maintenant, nous allons, pour ce qui reste comme temps... J'ai, par exemple, dans le Rova, une boutique des Arméniens. Alors, ils ont tout caché et tout. Bon. Ils ont tout caché. Je pense qu'ils vont laisser aussi non caché. Évidemment. Puisqu'il y a aussi les voisins. Des touristes. Alors, oui, les touristes. Alors, qu'est-ce qu'on fait après Pessah? Est-ce qu'on doit aller, on doit attendre un mois ou bien commencer? Non, lui c'est un Arménien, il est Arménien, il n'est pas juif, donc il a le droit d'avoir du Hametz. Donc vous n'avez pas, c'est quand c'est un juif qu'on doit attendre
un mois s'il n'a pas vendu son Hametz. Mais si c'est un non-juif, comment les gens ils faisaient comment ils font les gens en Chutz Laaretz, à Paris? Ils retournent chez Félix Potin le lendemain du Seder, le lendemain de la fête, bien qu'il y ait eu de la farine toute la semaine dans le magasin, bien qu'il y ait eu du whisky toute la semaine. Donc l'interdiction d'un Hametz qui a traversé Pessah, ça ne concerne que le Hametz qui a appartenu à un juif. Parce que c'est une punition que les Chachamim font aux juifs parce qu'il n'a pas détruit son Hametz ou vendu. Mais le goy, il n'a pas d'interdiction d'avoir du Hametz. La preuve, c'est que vous lui vendez. Donc, si vous êtes sûr que ça ne va pas être mélangé, dans la semaine, vous pouvez aller chez lui, si ce n'est pas mélangé avec le Hametz, c'est pas Hametz. Si c'est des paquets fermés, vous aller chez lui. Et après la fête, il n'y a aucun problème d'aller chez lui, même acheter du Hametz. Puisqu'il n'est pas... Il a sur lui les 7 mitzvot des enfants de Noach, pas la mitzvah de Hametz. Donc... On pourrait repréciser qu'on peut vendre le Hametz dans le kélim, mais pas le kélim. Non, aucune importance. Aucune importance. Les kélim et pas les kélim. C'est évident que vous ne vendez pas les kélim. Dans la Géoula, dans la Géoula, est-ce qu'on continuera avec Pessah? Bien sûr. Oui. On sortira d'Égypte à un degré plus élevé. Bon, nous allons parler d'autre chose, nous allons parler de la semaine dans laquelle nous sommes. Cette semaine, nous allons lire une des 4 parachiotes que les Chachamim nous ont fixées entre Purim et Pessah. Vous connaissez ces 4 parachiotes, il y en a une qu'on a lue avant le mois d'Adar, ça s'appelle Shkalim, pour prévenir les gens, à l'époque du Beth Amikdash, qui devaient, au mois d'Adar, donner leur machatzit à shekel pour acheter les sacrifices dans la nouvelle année, c'est-à-dire au mois de Nissan. Donc pour pouvoir acheter les nouveaux sacrifices, il fallait du nouvel argent, et donc on prélevait les shkalim chez les gens dans le mois d'Adar. Donc avant le mois d'Adar, on lisait dans la Torah la paracha qui parle de donner le shekel, le machatzit à shekel. Ça c'est avant qu'Adar ne commence. Quand Adar a commencé, avant Purim, on lit la paracha d'Amalek, Zachor, rappelle-toi, souviens-toi d'Amalek. Mais après, il reste 2 parachiotes qui, elles, sont liées avec Pessah. La première, c'est celle qu'on va lire ce Shabbat, c'est la paracha de la vache rousse, la para adouma. C'est pour ça qu'on appelle ce Shabbat, là, on l'appelle le Shabbat para. Le Shabbat para, le Shabbat de la vache rousse. Et après, il y a le Shabbat Chodesh, où on annonce que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, etc., et qu'il va falloir offrir le Korban Pessah. Donc, on lit la vache rousse cette semaine, et la semaine d'après, ça sera Rosh Chodesh d'ailleurs, on lira la paracha qui parle de la mitzvah de Rosh Chodesh, qu'on a eue en Nissan, que Moshe Rabbeinu a reçu en Nissan, et en même temps qui nous prévient qu'il faut, le 14, offrir le Korban Pessah. Donc, tout le monde pose la question, bien évidemment. On aurait dû... Pourquoi lit-on la paracha de la vache rousse? Quel rapport avec nous? C'est que pour offrir le Korban Pessah, il fallait être pur de l'impureté de la mort. On ne pouvait pas rentrer dans le Beth Amikdash et offrir un sacrifice si on était impur de l'impureté de la mort. Or, toute l'année, vous n'êtes pas obligé d'aller au Beth Amikdash, mais à Pessah, tout le monde allait. Enfin, disons, beaucoup allaient offrir le Korban Pessah, et donc, on les prévenait, attention, attention, si vous avez été en contact avec un mort pendant l'année, il faut vous purifier de la vache rousse avant d'apparaître au Beth Amikdash. Donc, les sages nous disent, mais a priori, on aurait dû faire le contraire. Nous dire d'abord qu'il faut faire le Korban Pessah, donc lire la paracha Chodesh, et rien qu'après, lire la paracha de la vache rousse. Puisque le Chodesh, c'est le premier du mois, le Rosh Chodesh. Là où on vous prévient, c'est le premier du mois. La vache rousse, vous n'êtes pas obligé d'y aller trop longtemps avant, vous pouvez y aller la veille de Pessah. Donc on aurait dû dire
d'abord la paracha concernant Rosh Chodesh et nous prévenir qu'on va bientôt offrir le Korban Pessah, et rien qu'après, quand on s'approche de la fête, nous dire « Ah, lisons la vache rousse parce qu'il va falloir que vous alliez vous purifier bientôt pour offrir le Korban Pessah. » Pourquoi on a inversé? Pourquoi on a fait d'abord vache rousse et après Chodesh? La réponse, nous allons parler en langage de profondeur des choses, la réponse est que le Parashat HaChodesh, c'est une allusion à la Géoula. On nous annonce la délivrance de Pessah. D'accord? Le Rosh Chodesh, du mois de la délivrance, et donc on nous prépare à la délivrance. Alors on nous dit, quand il s'agit de délivrance, de Géoula, sache qu'avant la délivrance, il faut qu'il y ait la purification. Il faut qu'il y ait d'abord la Tahara avant qu'il y ait la Géoula. Donc c'est un grand klal que vous auriez pu dire, bon, que la Géoula vienne, que je fasse d'abord, que je sois délivré de mes problèmes et après je me purifierai. On dit non, il y a deux sortes de purification. Celle qui viendra après, d'accord? Celle qui viendra après, quand la Géoula commencera, tu passeras à un degré de purification plus élevé, mais il y a une purification antérieure. Il y en a une qui est avant. Il y a de la pureté avant et de la pureté après. Donc, t'occupe pas de la pureté d'après, celle-là, c'est le Mashiach qui te la donnera. D'accord? Comme il y a écrit là-bas, je jetterai sur vous de l'eau de pureté et vous serez nettoyés de toutes vos impuretés. Mais avant que ça ne se réalise, d'accord? Donc avant que la Géoula ne commence, il faut toi-même, de tes propres moyens, t'occuper de te purifier. D'accord? C'est pour ça, et la purification, pourquoi dit-on la purification de la mort? On aurait pu parler de la Tahara de tout. Pourquoi d'Afka de la mort? Puisque la mort, c'est le top. C'est la plus grande impureté qui soit, c'est la mort. Or, à part le mort lui-même qui rend impur, toute transgression de la Torah nous amène un peu de mort en nous. Comme on voit à propos de Adam Arishon, quand il a mangé le fruit, d'accord, on dit qu'il a amené la mort sur terre. Mais il n'a pas amené la mort sur terre, puisqu'il est mort 970 ans après, 930 ans après. Un millénaire après, il est parti. Où tu vois qu'il a amené la mort sur terre. D'accord? Alors, justement, le point de cette histoire, c'est qu'il n'a pas amené la mort seulement dans le temps futur où il va disparaître. Il a amené la mort déjà maintenant. Le fait d'avoir transgressé, ça a amené, ça a asséché comme un mort qui est sec. Ça a asséché la vitalité que Dieu donnait au monde. Comme on dit dans la Chassidoute, on dit un proverbe très pachout, on dit ne dérange pas. Ne dérange pas. L'essentiel de notre travail sur terre, c'est de ne pas déranger. Dieu t'emmène de la vie, de la bracha, de l'abondance, tout ce que tu veux. Toi, n'empêche pas que la chose arrive. La plupart de nos problèmes viennent que nous empêchons la bracha d'arriver sur nous. On te dit, à ta frère, comme on dit, ne dérange pas. Or, Adam Arishon, il a dérangé. Ça, le fait qu'il ait désobéi à Dieu, il a dérangé l'abondance que Dieu voulait lui donner, le niveau qu'il voulait lui faire atteindre, la tranquillité qu'il devait avoir dans le Shabbat, il a dérangé ça. Donc en vérité, l'impureté de la mort, ce n'est pas simplement l'impureté de celui qui touche un mort. Ça c'est le cas le plus extrême, le plus gros. Mais c'est n'importe quelle transgression ou refus de faire la volonté de Dieu qui est un
une goutte de mort que tu amènes sur toi. D'accord ? C'est pour ça que, très souvent, quelqu'un qui est motivé dans le service de Dieu, ben, il est vivant, il est actif. Quelqu'un qui est désintéressé du service de Dieu, ben, il a l'air d'un mort. Il fait tout silencieusement, sans bouger. Donc on voit bien que la mort n'est pas forcément un phénomène médical reconnu par les médecins légistes, mais qui peut être simplement un refroidissement extrême dans une mitzvah que vous voulez faire, dans une avéra que vous ne voulez pas faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, prouve que tu es vivant. C'est pour ça qu'il y a écrit ne n'aigris pas les mitzvot, parce que quand tu laisses une mitzvah aigrir, tu prouves par là que tu es mort vis-à-vis de ces choses-là. Tu as la possibilité de faire une mitzvah, toi tu dis bon, je la ferai plus tard. Donc tu es mort vis-à-vis de ces choses-là. Tu donnes des symptômes de mort. La vie, c'est quelque chose qui est animé. Comme on dit dans le Zohar HaKadosh, que pourquoi le cœur a-t-il ce battement? Parce qu'il est le symbole de la vie. Comment sait-on, sans appareil, sans rien du tout, que quelqu'un est vivant ou mort, c'est d'après les battements du cœur. Donc on voit bien que c'est le mouvement qui définit la vie. Il n'y a pas de mouvement, on peut s'inquiéter, on peut dire qu'il n'y a pas de vie. Donc on te dit, l'impureté de la mort de la vache rousse, c'est pour t'enlever l'impureté de la mort, même miniature qui est en toi. Pas simplement la mort d'avoir touché un cadavre pendant l'année, mais c'est d'avoir été toi-même. Quand tu as eu affaire au service de Dieu, qui t'est tellement peu investi que tu t'appelles mort. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, la Géoula, la Géoula du mois de Nissan, c'est très bien, mais pour pouvoir se préparer à la Géoula, il faut être en état de vie, et pas en état de mort. C'est pour ça que tu as besoin de cette purification de la vache rousse. C'est pour ça qu'on lit la vache rousse avant de lire l'histoire de Pessah et de Rosh Chodesh. Avez-vous des questions? Et donc évidemment, il faut se purifier. Se purifier, ça veut dire au maximum de ses forces, se réveiller et être énergique pour faire la Torah et les mitzvot pour accueillir la Géoula. Comme les Bnei Israël, d'ailleurs, qui ont pris avec beaucoup d'enthousiasme l'annonce que Moshe Rabbeinu avait faite, parce qu'ils croyaient dans la Géoula, alors ils ont dit « Allez, venez, on offre le Korban Pessah, venez, on se réjouit, bientôt il y aura la Géoula. » Donc il y avait déjà une volonté de se purifier. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, les commentateurs nous disent, la raison pour laquelle, que dans la sortie d'Égypte, ils n'ont pas fait la vache rousse, eux. Ils étaient dans la pureté de la mort, en Égypte. Or, ils ont offert le Korban Pessah sans vache rousse. Eh oui, il n'y avait pas de vache rousse encore. La vache rousse, ils ont reçu le commandement qu'après le passage de la mer Rouge. Donc on aurait pu envisager que Moshe Rabbeinu ne se contente pas de leur dire « vous allez offrir le Korban Pessah », il aurait pu leur dire « ah bah attendez, avec 210 ans d'exil, vous en avez touché des morts, donc vous devez faire la vache rousse ». On voit que non. Et une des explications est du fait que à cette sortie d'Égypte-là, ils étaient beaucoup plus enthousiastes, et donc cet enthousiasme et cette foi qu'ils ont eu a été pour eux un principe de purification extraordinaire. Et donc quand est arrivé la Géoula, ils étaient purs en fait. Donc nous on nous dit la même chose, arrive Nissan, donc sois pur, fais le bilan de toute l'année que tu as passé à t'endormir sur les mitzvot, à faire le mort. À faire le mort, et donc purifie-toi. La purification la plus efficace, c'est l'énergie pour accomplir la Torah et les mitzvot. Voilà. Je vous remercie de votre attention.